Bonjour et bienvenue sur le Hacking Lab. Bienvenue sur cette deuxième présentation de l'après-midi sur ce premier jour du forum. Nous recevons Airbus avec Flavian Dolla qui vient nous présenter une démonstration de recherche de vulnérabilité sur des systèmes embarqués. Je vais vous donner la parole de manière à pouvoir faire votre présentation. 20-30 minutes de présentation et puis ensuite session de questions-réponses avec le micro que j'irai porter dans le public. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une recherche de vulnérabilité sur des systèmes embarqués et d'un outil qu'on a développé et qui va être sourcé d'ici la fin du mois, qui s'appelle Hydra Alligator. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Flavian Dolla, je travaille chez Airbus, je suis chercheur en vulnérabilité, plutôt spécialisé dans les systèmes embarqués. J'ai quelques petites CV à mon actif, quelques aussi outils que j'ai pu sourcer. Et puis, je vais présenter aussi mon collègue qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui s'appelle Guillaume Orlando. Et un des faits notables qu'il a fait cette année, c'est qu'il a développé l'outil. Donc, finalement, je vais présenter l'outil qu'il a développé. C'est dommage. Alors, avant de vous présenter cet outil, c'est mieux que si je sors le slide, voilà. Avant de vous présenter cet outil, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que la recherche de vulnérabilité sur les systèmes embarqués et à quoi on est confronté comme problématique. Donc, je parle bien sûr de la recherche de vulnérabilité en mode boîte noire, donc on n'a pas accès au source code. Donc, il y a deux approches. On a l'analyse statique qui va consister à, depuis le code machine, à tenter de le désassembler, voire le décompiler, et puis de comprendre sa logique pour pouvoir tirer derrière des vulnérabilités de type de conception ou alors de rechercher des vulnérabilités sur son implémentation, du style des buffer overflow, ce genre de choses. Et puis on a une approche plutôt dynamique où là en fait on va plutôt tracer l'exécution du code, le débugger, faire de l'émulation, du fuzzing. Donc là c'est vraiment cette partie-là que je vais développer. La problématique sur les systèmes embarqués, contrairement à lorsqu'on recherche des vulnérabilités sur un système, sur un programme qui tourne sur du Windows ou sur du Linux, c'est déjà d'avoir accès à son code. Donc si on a de la chance, le constructeur il met à disposition des mises à jour de firmware, tout ça. Donc il va falloir qu'on dépack le format du firmware pour avoir accès au code. Mais si on n'a pas de chance, on n'a pas accès à ça. Et du coup, il va falloir faire des investigations hardware. Donc il va falloir tenter de dumper la mémoire de notre périphérique. Donc là, ça peut être compliqué, notamment si le périphérique il est protégé. Donc il va falloir faire vraiment des attaques hardware, du style de l'injection de faute. Donc déjà, cette étape peut pas être simple, est souvent pas simple. Également, dans les systèmes embarqués, on a souvent affaire à ce qu'on appelle des binaires bare metal, c'est-à-dire qui sont dépourvus d'OS. Donc là aussi, ça va demander pas mal de rétroconception pour comprendre les appels système, comment ça marche, comment tout ça a été codé. On a des portions de code, en tout cas un stockage qui est plutôt réduit. Donc on a des binaires qui sont assez optimisés. Donc on a très peu de strings, très peu de symboles. Donc ça aussi, ça ne va pas faciliter le travail de la rétroconception. Et puis enfin, suivant le cas, ça peut être difficile à débugger lorsqu'on n'a pas d'interface de debug dessus. Il va falloir tenter d'instrumenter le programme pour essayer de le tracer, ce genre de choses. Donc là aussi, ça peut être assez conséquent en termes de charge de travail pour développer tout ce que instrumentation et émulation. Et lorsqu'on veut faire de l'émulation, il suffit qu'on tombe sur une architecture un petit peu exotique. Et là, ça devient très compliqué aussi. Donc, il va falloir peut-être développer notre propre émulateur ou alors adapter des outils existants. Enfin, voilà, c'est tout. Après, c'est des challenges et c'est sympa à faire. Mais ça prend du temps. Je vais vous parler maintenant un petit peu de snapshot fuzzing. Alors, je vais rapidement, je pense que tout le monde sait ici ce que c'est que du fuzzing, mais je vais quand même le décrire un petit peu. Donc le fuzzing, ça consiste à envoyer au programme des données aléatoires et puis d'observer son comportement afin de détecter des comportements qui ne seraient anormaux. Et donc ça peut conduire à trouver des bugs qui peuvent se transformer en vulnérabilité. Qu'est-ce qu'on appelle le snapshot fuzzing? Le snapshot, ça veut dire qu'on va mettre le programme dans un état qui nous intéresse. Si on est en train, par exemple, de rechercher des vulnérabilités sur un périphérique qui fait de la communication radio, un des vecteurs d'attaque qui est intéressant pour un attaquant, c'est lorsque notre device va recevoir des trames radio. Et donc, on va faire en sorte de mettre en pause le programme lorsqu'il reçoit des trames radio. On va prendre un état du programme, c'est-à-dire qu'on va relever l'état de ses registres, faire des dumps mémoire, et en fait, on va lancer notre campagne de fuzzing depuis cet état. Et on va remplacer les données
de notre programme qu'il aurait reçu par la radio, par les données générées par le faiseur. Et la couverture de code, ça permet en fait au faiseur d'être au courant du flot d'exécution du programme. C'est-à-dire que lorsqu'il va lui balancer une donnée aléatoire, il va être au courant que le code a parcouru tel ou tel basic block. Et quand il va lui balancer une autre donnée aléatoire, potentiellement, on va avoir un chemin d'exécution qui va être différent. Et ça, on va mettre le faiseur au courant de cette information-là. Et au fur et à mesure de notre campagne de fuzzing, ce qui va être capable de faire le faiseur, c'est finalement de comprendre le format qu'attend notre programme en entrée. Donc si c'est un protocole radio, il va être capable au final de générer des samples qui sont compatibles avec le bon format que notre programme attend. Donc, vous l'avez compris, tout ça, ça va être compliqué de développer de l'instrumentation directement sur notre système embarqué. Donc, généralement, on utilise de l'émulation pour faire du snapshot fuzzing. Donc, moi, dans mon travail, j'utilise généralement deux solutions qui sont AFL Unicorn ou AFL QEMU. Je vais vous les présenter brièvement. AFL Unicorn, son gros avantage, c'est qu'il est très facile à prendre en main. Par contre, on a des performances qui sont assez faibles. Il n'y a pas de mécanisation pour détecter les corruptions mémoire. Donc, si on veut faire de tels mécanismes, c'est à nous de les coder. Et puis, le nombre de CPU est assez limité. C'est grosso modo une dizaine d'architectures qui sont supportées. Et il y a un autre produit qui est très connu qui s'appelle AFL, couplé avec l'émulateur QEMU. Donc, QEMU, vous connaissez sans doute. C'est un émulateur qui supporte un grand nombre d'architectures. Malheureusement, dans son intégration avec AFL, il y a seulement 4 architectures qui sont supportées, qui sont le x86, x64, ARM et ARM64. Et en fait, pour utiliser AFL QEMU, c'est plutôt un outil qui a été fait pour faiser des binaires qui tournent sur du Linux. Et donc, il faut que ce qu'on lui présente comme programme, ça doit être dans le format ELF. Et puis, lorsqu'on veut faire des hooks ou du snapshot fuzzing, il va sans doute falloir aller plonger dans le code d'AFL ou plonger dans le code de QEMU pour s'adapter à notre cas. Donc là aussi, ça demande un investissement assez lourd. Et puis la grande question, c'est lorsqu'on tombe sur un équipement qui n'est pas supporté par ces deux solutions, comment on fait? Donc c'est là que je vais commencer à vous présenter l'outil qu'on a développé. En fait, dans notre travail de rétro-ingénierie, on utilise souvent un outil bien connu qui s'appelle Ghidra. Ghidra, c'est un outil qui a été sourcé en 2019 et qui est développé par la NSA. Donc Ghidra, c'est un désassembleur, c'est un décompilateur et c'est aussi un émulateur. Et ça, la fonction d'émulateur, ça va vraiment nous intéresser dans notre cas. L'avantage de Ghidra, c'est qu'il supporte beaucoup de familles CPU, une trentaine de familles CPU de mémoire. Et puis, dans le cas où notre architecture CPU n'est pas supportée, on peut l'ajouter via le langage de description SLEG. Ça se fait. J'ai mis simplifié, mais ce n'est pas si simple que ça, mais ça se fait. Donc, on s'est dit, super, Ghidra, il a un émulateur, on va tenter de coupler les fonctions d'émulation de Ghidra avec le faiseur AFL. Et donc est né les fruits de nos réflexions, un projet qu'on a appelé AFL Ghidra EMU, qui a été guidé il y a à peu près 2 ans. Donc comment ça marche brièvement? On a notre faiseur AFL qui va nous générer nos données aléatoires. Il va les envoyer à un programme intermédiaire qui, lui, va les envoyer via une socket réseau à notre émulateur de Ghidra, qu'on a bien sûr instrumenté pour que lorsqu'on va avoir notre flot d'exécution qui va être exécuté par notre émulateur, on remonte à AFL les basic blocks par lesquels il est passé. Donc ça marche bien. Par contre, il y a des limitations. L'émulation est assez lente. Alors Ghidra, il faut savoir que c'est un gros produit, une grosse usine à gaz qui est développée en Java. Donc en fait, il y a toute la surcouche Java qui va nous coûter un petit peu en performance. Et il y a aussi les sockets. Là, dans notre implémentation, on passe par des sockets pour envoyer nos données à l'émulateur. Et en fait, ce n'est pas une très bonne idée dans le fuzzing. Là aussi, on perd en performance. C'était aussi notre premier coup d'essai, donc on n'a pas implémenté de tout ce qui était détection de corruption mémoire. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça marche quand même. Et on s'est dit, tiens, mais comment on va pouvoir essayer de l'optimiser? Donc on a un peu regardé comment Ghidra fonctionnait. Et en fait, on s'est aperçu que Ghidra, donc on a une partie Java, donc ce que vous voyez sur la droite, oui.
C'est c'est toute l'IHM qui est codée en Java. Et en fait, lorsque Ghidra va vouloir désassembler ou décompiler du code machine, c'est pas la partie Java qui s'en occupe. En fait, il va envoyer tout ça à un autre processus qui s'appelle Decompile et qui lui est codé en C++. Et si on s'intéresse au code source de Decompile, on s'aperçoit effectivement qu'il y a toute une série de bibliothèques qui permettent de désassembler et de décompiler du code, mais il y a également toutes les fonctions d'émulation. Et donc là, on s'est dit, on va porter notre projet et directement le coder en C++, comme ça on gagnera en performance. Et on va tenter également de l'intégrer un peu plus directement à AFL pour se passer des sockets. Et donc, dans les faits, c'est beaucoup plus performant car on n'a plus toute la surcouche Java et toutes les sockets. Donc, c'est là qu'est né notre outil qu'on a appelé Ghidra Alligator, qui est un émulateur, un fuzzeur qui est compatible avec AFL, qui a les fonctionnalités de couverture de code, de snapshot fuzzing. On a également intégré la détection des corruptions mémoire qui se font dans le tas. On a intégré aussi un mode Red Queen. Alors le mode Red Queen, c'est ça permet d'optimiser la découverte de nouveaux chemins en faisant de la corrélation entre ce qu'on lui passe en entrée à notre programme et les comparaisons qui sont faites dans notre programme. On s'est basé sur le langage intermédiaire qu'utilise Ghidra, qui s'appelle le P-code. Et ainsi, en instrumentant ce P-code-là, on n'est pas dépendant des architectures, donc on supporte toutes les architectures que Ghidra supporte. Comme je l'ai dit, c'est à peu près une trentaine de familles CPU. Alors comment ça se passe lorsqu'on veut utiliser ce magnifique outil? Il va y avoir une première phase où il va falloir qu'on configure notre fichier de conf, où on va déclarer l'architecture CPU, l'état de nos registres, le mapping mémoire avec ses permissions. Et puis après, derrière, il va falloir qu'on déclare aussi des hooks. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est des hooks. Ça, normalement, les gens qui font de l'émulation, ils sont assez familiers de tout ça. Les hooks, là, on tente d'émuler un programme qui, normalement, tourne sur un système embarqué. On se rend bien compte que dans notre système embarqué, par exemple, si on prend notre device radio, lorsque notre device radio il va vouloir émettre une trame radio, il va faire appel à des registres hardware. Et dans notre émulation, on n'a pas, on n'a pas la fonctionnalité d'émettre des trames radio. Donc il va falloir qu'on hook les fonctions qui permettent d'envoyer des trames et faire croire à notre programme qu'il a vraiment envoyé des trames et répondre comme si tout s'était bien passé. Et ainsi, on a une émulation qui va être au plus proche de l'exécution qui est faite au niveau physique. Donc il va falloir également qu'on place des hooks un petit peu de partout sur par exemple les appels système, les instructions qui sont un peu privilégiées, ce genre de choses. Ça c'est le gros du travail en fait. C'est lorsqu'on va tenter d'émuler un programme d'un système embarqué, c'est vraiment là en fait où ça va être assez long parce que il va falloir qu'on déroule notre émulation. On va se rendre compte que ça fait appel à un registre hardware ou ça segfault, pourquoi, et donc il va falloir analyser pourquoi ça segfault, est-ce que c'est normal que ça segfault à ce point-là, et implémenter tous nos hooks qui vont bien. Mais in fine, ça marche. Grosso modo, on a fait quelques comparatifs avec les deux produits que je vous avais présentés précédemment. Donc avec AFL Unicorn, on est environ entre 10 et 30 fois plus rapide, c'est selon les programmes. Et par contre, avec AFL QEMU, on est à environ 2 à 3 fois moins rapide. Alors pourquoi? Parce que QEMU, c'est un logiciel qui est fait pour faire de l'émulation, pour faire de la performance. Ghidra, à la base, c'est un désassembleur, c'est un décompilateur. Donc même nous, si dans notre code, on a essayé de le rendre le plus performant possible, on n'arrivera jamais à atteindre les performances de QEMU. La bonne nouvelle, c'est que ça marche quand même. C'est qu'on a découvert, grâce à Ghidra Alligator, quelques 0-day. Alors, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce qu'elles sont encore en cours de disclosure, mais c'est des 0-day qui touchent à la fois des systèmes industriels et des chipsets de communication. Donc, c'est un projet qui va être sourcé d'ici la fin du mois. Donc, je vous invite à aller le télécharger sur notre GitHub. Toutes les contributions et retours, qu'elles soient positives ou négatives, sont les bienvenus. Voilà, j'en ai fini, je crois. Oui, j'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'émulation, Ghidra Alligator, la recherche de vulnérabilité en général. Je peux essayer d'y répondre. En tout cas, merci de votre attention. Eh bien, merci de votre conférence. Bravo à vous. On va effectivement pouvoir passer aux questions-réponses.
J'ai un micro pour la personne ou les personnes qui souhaiteraient pouvoir poser leurs questions. Eh bien, tout semble clair pour tout le monde. Parfait. Ouais, je les ai bien endormis. Oh non, soyez pas si dur avec vous-même. Non, voyons, c'était Après très manger, c'est intéressant. un peu difficile. En plus, on peut vous retrouver sur le salon avec Airbus. Oui. Et j'en profite parce que j'ai des collègues qui vont intervenir demain. Donc il y a Nicolas qui va vous faire une présentation sur la recherche de vulnérabilité sur un antivirus, où il a réutilisé les composants de l'antivirus pour le bypasser. Donc c'est vachement intéressant, ça va parler de Windows, de reverse, c'est vachement bien. Et puis il y a Yann aussi qui va nous faire une conf sur Nmap et les marquants qu'on peut trouver dans Nmap, même lorsqu'on l'utilise en mode furtif. Donc là aussi c'est vachement intéressant. Voilà, effectivement. Alors, je confirme d'abord vos informations et puis je les précise. Airbus viendra donc nous parler à 10h demain, de 10h à 10h30, pour une conférence qui viendra sur le sujet de battre Malwarebytes en réutilisant son propre composant. C'est bien ça ? C'est ça. Et ensuite, eh bien, Airbus reviendra dans l'après-midi de demain à 14h pour inaugurer les sessions de l'après-midi avec les pièges et astuces pour les pentesters. C'est ça, ça va parler réseau, voilà. C'est ça, ça va être sympa. Eh bien écoutez, merci encore de votre conférence de cet après-midi. Nous vous retrouvons pendant tout le salon sur le stand d'Airbus et bien sûr pendant la durée du FIC à travers les allées. Bravo à vous et encore eh bien, à demain pour vos collègues sur ces nouveaux thèmes. Oui, merci. Je rappelle à nous, tous nos visiteurs et aux spectateurs également qui viendraient de nous rejoindre sur le Hacking Lab, que toutes les sessions et toutes les conférences ici sont enregistrées et qu'elles permettent à la fois eh bien, de pouvoir garder une trace de ce temps d'échange, mais également de pouvoir y revenir, puisque sur le site du FIC, toutes ces conférences sont conservées et ensuite uploadées sur YouTube. Vous pourrez retrouver eh bien, l'entièreté de toutes ces conférences après le salon et même bien après. Les conférences, par exemple, de l'année dernière sont toujours en ligne. Si jamais vous souhaitez eh bien, reprendre un des thèmes ou tout simplement découvrir les thèmes abordés par des partenaires de cette année ou des partenaires de l'année dernière, n'hésitez pas, tout se joue sur Internet avec le rattrapage de ces Hacking Labs et de ces sessions de présentation.